Si je te dis un projet bénévole, est-ce que là, tu es en train d'imaginer un truc qui est mignon, artisanal, petit et peut-être un peu chaotique? Bah, ça peut être le cas, mais parfois, derrière une initiative qui a l'air simple, une semaine, des podcasts, des associations, de la générosité, il y a une vraie machine invisible derrière. Une machine avec des process, des outils, des décisions, des arbitrages, beaucoup d'humains. Aujourd'hui, peut-être que tu l'as deviné, on va entrer dans les coulisses du podcaston. Alors, si tu découvres le podcaston, c'est quoi? C'est une opération collective où pendant une semaine, des milliers de podcasteurs publient des épisodes pour mettre en lumière des associations partout à travers le monde. Ce qui est fou derrière le projet du podcaston, et peut-être que tu ne le sais pas, c'est que, en fait, ça a commencé comme un one-shot. Et aujourd'hui, à la 4e édition, ça s'est transformé en mouvement. 2800 podcasts, 65 pays, 4 langues, une micro-équipe, des agents IA et un rayonnement de plus en plus global. Je sais, ça donne le vertige. Alors pour comprendre comment tout ça tient, j'ai voulu inviter l'un des cofondateurs du podcaston, Jérémy Magny. Et dans cet épisode, tu vas voir, on va parler vrai, on va parler cash. On va voir ce qu'ils ont mis en place pour faire grandir ce projet sans s'épuiser, comment l'IA les aide à répondre plus vite dans 4 langues différentes et dans 65 pays, sans remplacer l'humain, et surtout ce qu'ils envisagent pour la suite. Mais ça, je te raconte pas, il faudra que tu écoutes l'épisode pour le savoir. Alors Jérémy, je suis ravie de faire cet épisode coulisses du podcaston avec toi. Première question, on commence direct dans le vif du sujet. Le podcaston, ça a été une très très belle idée à la base, mais à quel moment tu t'es dit, là, il faut le concrétiser? Salut Marine, merci de m'accueillir à ton micro, ravi d'être là. Écoute, c'était un process sans que ce soit un jeu de mots défini à l'avance. L'idée est venue progressivement. La première édition, elle a un peu germé dans la tête en 2022 et elle a eu lieu en 2023. C'était podcasteuse française uniquement à l'époque. Si tu veux, sur ce moment-là, on pensait surtout à un one shot, en fait. En tout cas, on pensait pas beaucoup plus loin que première édition parce que ça aurait été un peu prétentieux et surtout, on n'était même pas sûr qu'on allait réussir à convaincre, des suffisamment de podcasts pour que ça soit un événement intéressant. C'est après la première édition qui a rassemblé plus de 300, donc podcasteurs et podcasteuses, alors qu'on espérait peut-être en avoir 100, qu'on s'est dit: «Bon, ça vaut peut-être la peine de faire, un 2e», mais même là, on était assez stressés parce que tu sais, c'est pas parce que les gens participent la première fois que, ils vont en faire une deuxième. Maintenant, on a la quatrième, donc on a un petit peu plus de recul, mais le stress du moment, c'était de se dire: «Bon, peut-être que beaucoup vont nous dire: "C'est bon les amis, je l'ai fait une fois, je vais peut-être pas le faire chaque année, arrêtez de m'embêter, j'ai d'autres choses à faire"». Et en fait, non, la deuxième a été, encore plus, enthousiasmante, la deuxième édition, que la première. Donc là, on s'est dit: «OK, on tient quelque chose et il faut, développer l'idée». Et maintenant, on a même des habitués qui commencent à faire tous les ans, ils prévoient courant mars la petite semaine qui va bien autour du podcaston. Exactement, on a même mis cette année, c'est petite anecdote, mais on a peut-être mis des petits micros pour signifier, le nombre de participations aux visiteurs sur notre site. Donc s'ils savent pas qui choisir, ils voient s'il y a 4 micros, c'est-à-dire que c'est la 4e participation de ce podcast au podcaston. C'est juste une petite indication, un peu sympathique pour montrer, pour remercier aussi, ceux qui sont des fidèles de la première heure. C'est génial. Moi, je trouve que l'idée, elle est très ludique. Et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, que effectivement, au début, c'était une première édition, un test, en fait, tout simplement. Mais mine de rien, ça a mobilisé beaucoup plus de monde que ce que vous aviez prévu. J'imagine que côté structuration, organisation, ça vous a amené des premières contraintes sur cette première édition. Alors la première édition, c'est simple, c'était, facialement, une jolie réussite avec, donc 300 et quelques podcasts. Mais dans les coulisses, c'était un bazar, monstrueux. On était préparé à rien, on n'avait anticipé aucun process. On était sous des Excel, documents, Google Sheet en ligne, des tout était mélangé sur des fichiers séparés. Dans les emails, enfin bref, c'était vraiment heureusement qu'il n'y en a pas eu plus de 300 et je pense qu'on est passé à côté de pas mal d'opportunités. Pardon déjà à l'époque si on ne répondait pas ou pas assez bien ou pas assez vite à tout le monde, mais clairement il a fallu se structurer. On avait
on a toujours un WordPress qui nous sert de base de données et qui est la base du site en fait. Donc c'est ce WordPress qui administre le site web qui est derrière. Donc concrètement, quand un podcast s'inscrit, aujourd'hui c'était déjà le cas à l'époque, ça passe par donc un formulaire en ligne. Il ou elle va indiquer les informations de son podcast et tout ça apparaît automatiquement sur le site web. Mais ce WordPress nous servait juste à administrer le site et pas, comme c'est aujourd'hui le cas, de base de contact. Ce qui fait qu'en fait, il fallait tout noter sur des documents à part. Quand je dis tout noter, c'est les gens qu'on a contactés pour éviter de les harceler s'ils répondent pas. Quand est-ce et par quel canal on les a contactés. Ceux qui ont répondu, mais répondre évidemment c'est trop facile. Si c'est oui c'est bon, c'est déjà inscrit. Généralement c'est ah ok pourquoi pas, je vais y réfléchir ou laisse-moi le temps ou reviens vers moi. Un va dire mi-décembre, l'autre va dire début janvier. Et donc il fallait tout noter Mmh. pour derrière faire le suivi. Et dans le suivi, bah, évidemment, pas relancer quelqu'un qui est déjà inscrit en lui demandant où t'en es. Donc, s'il nous prévient pas qu'il s'est inscrit, il faut d'abord aller vérifier sur le WordPress s'il s'est inscrit avant de faire une relance. C'était un enfer parce que dès que tu veux contacter quelqu'un, tu es paralysé par le fait de te dire, OK, attends, où on en est, où les infos sont, comment sont les infos, où sont concentrées les infos, et elles étaient éparpillées dans tout un tas de petits documents. Il a fallu se structurer beaucoup pour ça. Et heureusement, c'est un peu plus le cas maintenant. Aujourd'hui, notre WordPress, c'est aussi notre base de données et c'est là où tout est centralisé. On l'a travaillé avec une agence qui est exceptionnelle. Je sais pas si je peux la nommer, Tu peux. mais je peux. Alors, Aleya, merci l'agence Aleya parce ils sont exceptionnels pas seulement au niveau technique, ils sont aussi exceptionnels dans leur investissement pour le podcaston et ils font ça quasi pro bono. Donc, c'est vraiment une source précieuse d'aide. Et on a fait transformer le WordPress pour qu'il soit le cœur de notre réacteur. Maintenant, c'est un tout petit peu plus facile. On arrive mieux à suivre qui on contacte, où on en est, si cette personne est inscrite, si on sait quand on sort son épisode, quelle est l'association il ou elle va mettre en avant. Bref, tout un tas d'étapes intermédiaires, post-inscription et pré-inscription. OK, donc si je fais un récap, en fait, au début, c'était une chouette idée qui s'est concrétisée avec un vif intérêt de la part des podcasteurs français qui vous ont un petit peu noyé en fait dans toutes ces preuves d'intérêt. Et au final, ce que je comprends, c'est que la structuration que vous aviez à cette époque-là, ça vous a quand même coûté relativement cher en termes d'énergie, en termes de peut-être de rendu de valeur perçue ou de confusion, parce que comme tu disais, il fallait chercher l'info et trouver l'info qui était à jour au bon endroit. Il y avait sûrement un peu de naïveté de notre côté, c'est-à-dire que c'est une chose de dire, tiens, si on rassemblait 100, 200, 300 podcasts la même semaine pour une opération caritative, et c'est une autre de mettre ça en place dans les coulisses. Et rien qu'un truc tout bête que n'importe qui écoute va pouvoir très vite comprendre parce que c'est notre quotidien à tous. On a des interactions par WhatsApp, on a des interactions sur Instagram, on a des interactions sur LinkedIn avec direct message, on a des interactions bien sûr par email et parfois dans la vraie vie aussi, la vraie physique, parce on a rencontré telle ou telle personne dans un salon. Tout ça est bien sûr complètement déstructuré et si on n'a pas fait l'effort en amont de penser à une base centralisée dans lequel, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un sur un de ces canaux, on recentre tout au même endroit pour éviter les doublons et pour ne pas perdre d'informations, on est fichu. Ça dans un contexte en plus qui est de dire qu'on était tous bénévoles avec des gens qui sont là comme moi quasi à plein temps, d'autres qui étaient quelques semaines, voire quelques heures de ci, de là, et donc qui sont pas forcément habitués à tous les process et qui ont encore moins l'ensemble des contacts en tête. On peut pas se souvenir de tout. Donc c'était un joyeux bazar, pour pas employer un autre terme. Mais bon, je crois que ça a peut-être aussi participé au côté un peu sympathique du podcaston, c'est-à-dire que personne s'attendait à quelque chose de trop professionnel et c'est un peu comme c'est, un grand festival ou concert ou autre, où on sait que voilà, c'est que des bénévoles qui sont derrière et on accepte un peu plus facilement que tout ne soit pas parfait dans l'organisation. Je crois qu'il y a eu cette tolérance. On a quand même essayé dès la deuxième année d'être un petit peu plus organisé, un chouïa un peu plus professionnel dans notre approche parce que bah, déjà c'est mieux pour nous, on perd moins d'énergie et puis je pense aussi il y avait moins de risques que on perde au passage certains podcasts. Et là, on est sur, au moment où on enregistre, on est sur la 4e édition déjà. Et comme je te disais avant qu'on lance l'enregistrement, moi je vois une énorme différence entre la première édition, qui était
artisanal, très sympa, très festival, comme tu disais, et l'édition de cette année que, en tout cas, moi, j'ai perçue comme beaucoup plus structurée. C'était plus facile de suivre nos propres informations aussi en tant que podcasteur, parce que moi, j'ai regardé plusieurs fois sur le site en me disant, mince, est-ce que je leur ai bien tout donné ou pas pour qu'ils puissent mettre leur site à jour. Donc, j'allais vérifier ça régulièrement, et le fait que ça soit structuré, de mon côté à moi, je me suis dit, c'est tellement plus simple parce que ça m'évite d'aller les déranger alors qu'ils ont probablement plein d'autres choses à faire. Alors, on n'a pas forcément, on est rentré dans le vif du sujet, on n'a pas forcément donné les chiffres tout de suite, mais pour celles et ceux qui nous découvrent, aujourd'hui, donc c'est la quatrième, enfin c'était la quatrième édition en mars dernier avec 2800 podcasts inscrits, issus de 65 pays en 4 langues, puisque au-delà du français qui était la langue initiale sur les 2 premières éditions, on a ouvert aux anglophones dès 2025, donc en troisième édition. Là, c'est un monde assez énorme qui s'ouvre parce qu'il y a les Américains, les Canadiens, mais aussi les Anglais, les Australiens, les Nigérians, les Indiens, bref, le monde est large. Et en quatrième édition, parce qu'on s'ennuie un peu, on a rajouté l'allemand et l'espagnol. Quelle folie. Sachant qu'on ne maîtrise pas toutes ces langues de façon bilingue, donc ça rajoute de la complexité à quelque chose qui était déjà assez complexe. Donc effectivement, ce contexte-là, rajoutant le fait qu'on n'est pas forcément beaucoup plus nombreux dans l'équipe que lors de la première édition, il a fallu énormément progresser dans la structure, on s'est appuyé sur pas mal d'outils IA, et on a aussi beaucoup mis en place ce que les Anglais appellent le self-care. Donc c'est-à-dire l'idée que on mette en place des informations en ligne pour que chacun puisse aller chercher ses infos. Donc notamment kit de communication, guide en ligne, plein de choses qui n'existaient pas à la première édition, qui étaient plutôt embryonnaires en deuxième et qu'on a vraiment industrialisé. Donc pour que ce soit facile de retrouver les informations et qu'on n'ait pas à chaque fois à réécrire un email alors que le petit voisin bénévole l'a déjà fait la veille pour à peu près la même question. Donc une base de connaissances et une base de partage beaucoup plus large et facile à mettre en place. Après, hélas, ou tant mieux, je sais pas, ça fait partie du charme aussi, mais quand on parle à autant de gens, il y a tout type de personnalités. Il y a des gens comme toi, Marine, je peux t'envoyer ce compliment, qui sont très structurés, très carrés. On sait qu'il y a pas besoin de répéter 10 fois. Tu sais très rapidement, même tu vas trouver toi-même l'info. Et puis, je te jure que je te mens pas, il y a des gens qui nous écrivaient la veille du podcaston pour dire: «C'est quoi les dates déjà?» alors que c'est écrit à peu près partout, sur tous les documents, à commencer par le site web. Voire, tu as même pas besoin de rentrer sur le site web, tu tapes podcaston sur Google ou ailleurs et c'est la première chose qui apparaît. Donc, nous, on doit s'adapter à ce niveau d'implication, on va dire, de chaque podcasteur, certains étant hyper carré, c'est dans le calendrier éditorial depuis des mois, ils ont tous les documents, ils ont tout lu, ils ont tout rangé, ils savent où trouver les infos. Et ceux qui, en gros, vont nous écrire à chaque fois qu'il y a une question qui leur passe par la tête, via leur smartphone, via WhatsApp, sachant que parfois c'est LinkedIn, parfois c'est Insta, et il faut qu'on s'adapte à ça. Donc, voilà, on essaye de structurer les choses tout en gardant la souplesse qui fait que, on sait très bien, tout le monde n'est pas un podcasteur professionnel. Certains font ça au milieu de 1000 autres activités et c'est plus à nous de nous adapter qu'à eux. Je comprends. Aujourd'hui, le podcaston, c'est combien de membres dans l'équipe? C'est simple, on avait, une salariée à plein temps qui est Camille, qui était, là en CDD pendant 6 mois. Donc voilà, elle vient de nous quitter. On espère pouvoir la retrouver, rapidement. Tout va bien là, trouver un autre job derrière. Elle, c'était la seule salariée qu'on a eue. Jusqu'à présent, c'était que des bénévoles et des stagiaires. Cette année, on a aussi eu 3 stagiaires pendant 2 mois, sur les 2 derniers mois du podcaston. Et sinon, il y a Yves et moi. Yves et moi sont les 2 fondateurs. Moi, j'ai la possibilité d'être à quasi plein temps sur l'activité, bien sûr, à titre, bénévole. Yves, d'autres activités professionnelles à côté, donc lui, il impacte, sur des missions bien particulières, le plus d'heures qu'il peut dans la semaine. Ça peut être assez variable, mais voilà, il impacte très fort sur ces heures-là, donc elles comptent beaucoup. Et parfois, on est renforcé par quelques bénévoles qui viennent d'aider, 1 heure de ci, 1 heure de là, et qui vont jouer sur quelques missions. Et notamment, c'est très pratique quand on est en semaine du podcaston pour pouvoir nous aider à mieux répondre à certains emails, les emails les plus faciles, les réponses sur les réseaux sociaux les plus faciles. On a besoin de bras. C'est pas très compliqué, mais on a besoin de gens. Donc c'est une micro-équipe finalement, d'une poignée de personnes. Pour avoir un impact, mondial, en fait, au final.
Alors, un rayonnement qui est devenu assez global. Moi, j'adore, à titre personnel, voir qu'il y a des podcasteurs inscrits de, je sais pas, de Nouvelle-Zélande, ou de Trinidad et Tobago, d'Oman. Je vais prendre exprès des villes ou des pays un peu exotiques et surtout très, très éparpillés sur la planète. On a fait une map monde assez sympa où on mettait en couleur, en plus c'était violet foncé, plus il y avait de podcasteurs dans le pays. Et puis on voyait quand même qu'il y avait pas mal de pays coloriés, donc plus de 65 pays. Donc ça, c'est magnifique, c'est vraiment le bouche à oreille parce qu'évidemment, on fait pas de campagne de communication en Nouvelle-Zélande ou Trinidad et Tobago. C'est des gens qui doivent être connectés à des newsletters, ou qui sont connectés à d'autres podcasteurs qui en parlent ou qui ont tout simplement vu passer sur les réseaux par la magie des algorithmes, des annonces et qui décident de s'inscrire. Donc ça, c'est superbe parce que derrière, c'est pas tant le fait de collectionner les pins comme font les pays comme les pins, c'est plutôt l'idée que chacun il va avec sa culture, il va avec son association locale pour la plupart, et sa façon de faire. Et on a eu notamment dans la promotion, dans tout ce qui est teasing, on voyait assez bien une sorte de générosité, de chaleur d'Amérique latine. On voyait bien l'organisation allemande. Bon, je rentre peut-être dans des clichés, pardon si c'est le cas, mais c'est assez facile de se rendre compte de la diversité de tous ces podcasteurs, rien qu'en regardant la vignette, la façon dont ils présentent leur épisode en amont et l'énergie qu'ils y mettent qui est assez variable et qui dépend vraiment de enfin, leurs origines culturelles notamment. Donc ça, c'est magnifique. Voilà, bon, on espère continuer comme ça. Bah écoute, 5e édition l'année prochaine, hein, on espère. On l'espère, on espère. Il y a des soucis, des soucis, non, on a un enjeu de financement plutôt parce que plus on grandit, plus, c'est compliqué enfin là, on est maintenant à peu près sûr qu'on va pas pouvoir réussir à faire le prochain avec la structure qu'on a aujourd'hui, parce que c'était déjà assez compliqué là cette année. On était très, très, voilà, serré sur le timing et serré sur trop petite équipe. Donc il faut la faire grandir, ça implique des sous. On a réussi à débloquer un budget pour recruter, un CDD de 6 mois, c'était pas exceptionnel, mais c'était mieux que rien. Et Camille était exceptionnelle sur ce job-là, elle a fait un travail pour 2 au moins. Mais il faudrait, 2-3 Camille pour bien faire, les choses. Si possible, pas sur les mêmes, fuseaux horaires, si possible, natifs dans d'autres langues, notamment, l'anglais ou l'espagnol. Hem, voilà, donc même si l'IA aide beaucoup pour tout ce qui est traduction, c'est pas la même chose que quand tu es culturellement, acclimaté à, je sais pas, la mentalité américaine ou anglaise ou d'Amérique latine. Donc ça serait dans le monde idéal. Si on n'y arrive pas, bah, on va refaire système D, on a l'habitude. Mais l'enjeu, ça reste quand même d'essayer de faire quelque chose qui tient la route parce que notre crainte, presque un cauchemar, ça serait d'impliquer comme ça quelques milliers de podcasteurs et puis de les planter parce que nous, le site a planté parce qu'on a raté quelque chose ou on répond pas aux gens et là, on dégrade non seulement l'image du podcasteur, mais toutes les associations qui sont derrière, j'imagine. En tout cas, on essaye d'éviter ça. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de rester quand même mettre en place une équipe qui tienne la route par rapport à la promesse de faire venir autant de podcasteurs, la même semaine sur la même opération. OK, on va avoir l'occasion d'en reparler. Là, si on devait, faire une métaphore, mettons que le podcaston, ça soit une chaîne de production, ça serait quoi les étapes les plus importantes, celles qui reviennent tout le temps d'une édition à un autre? Alors, la première, elle arrive en septembre-octobre, c'est assez tôt puisque le podcaston, c'est en mars et c'est, bah, tout simplement, signaler que, on est en place pour la prochaine édition et on peut se préinscrire. Donc c'est mobiliser, d'une part, les podcasteurs déjà inscrits des années précédentes et leur dire: «Bah, vous savez, ça y est, les dates sont connues et on vous encourage à vous inscrire dès maintenant», pour 2 choses. Un, pour bloquer la date dans votre calendrier si c'est pertinent et 2, apparaître dès maintenant sur le site web. C'est important pour nous parce que plus on fait apparaître de podcasteurs sur le site web tôt, plus ça crée la dynamique. Les gens en général qui nous découvrent vont première chose sur le site web, ils voient: «Ah, il y a un tel, ah, il y a un tel. Ah, il y a Marine, ah, il y a un tel», voilà, Clémentine, ah, il y a Mathieu et cetera. Waouh, ça a l'air sérieux, je vais, moi aussi, participer. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Dans le monde idéal, qui n'arrive jamais, on envoie un email à tous ces gens-là et puis tout d'un coup, le lendemain, il y a, 1 000 inscrits, 2 000 inscrits parce qu'ils étaient inscrits l'année dernière. Ça n'arrive pas comme ça, donc il faut faire plusieurs campagnes de relance. Hem, Évidemment, je l'ai peut-être pas dit, mais il y a une étape 0 avant cela, c'est de s'assurer que le site web est prêt. Il y a toujours des petites optimisations. Elles sont pas forcément visibles du grand public ou des podcasteurs,
le formulaire peut ressembler à peu près à celui de l'année dernière, mais nous, derrière en coulisses, on essaye d'optimiser tous les process et donc faire en sorte que les bases de données soient affinées, qu'on puisse automatiser un certain nombre de choses. Donc, on a tenu compte de l'édition précédente pour améliorer notre WordPress, pour améliorer tout notre fonctionnement. Donc ça, c'est souvent le travail de l'été, qui est un peu invisible, un travail préparatoire pour dire que la nouvelle édition n'est pas juste un copier-coller de ce qu'on avait avant, mais on essaie de l'optimiser. Avec des choses qui sont peut-être du détail, mais qui est de dire, voilà, quand on saisit telle information, ça apparaît automatiquement sous ce format-là et on n'a pas nous derrière à repasser pour, je sais pas, enlever la majuscule du début ou ça paraît tout bête, mais quelqu'un qui écrit tout en majuscule, on va essayer de faire en sorte que ça soit remis, la première lettre en majuscule, le reste en minuscule, pour que ça soit cohérent. C'est peut-être des détails et je vais pas donner l'exemple le plus pertinent, mais il y en a d'autres qui le sont, un petit peu plus. Hem, une fois qu'on a commencé ça, c'est un long processus parce que, on a à la fois le temps, c'est en mars et à la fois on sait que si nous on communique qu'en février, ça sera trop tard. Les gens, ont déjà bloqué leur épisode et on sait également que certains, prévoient leur épisode des mois à l'avance, notamment les gros podcasts, mais pour d'autres, c'est la dernière minute et puis ça peut être aussi des gros qui sont en dernière minute. Donc, on a, cette vision de dire comment faire pour communiquer très régulièrement sans spammer, sans, ennuyer les gens parce qu'ils ont peut-être noté que c'est en mars, mais pour eux, ils s'y colleront en janvier. Sauf que nous, on a commencé en octobre, ils ont peut-être pas envie d'entendre parler de nous, 3 fois en octobre, 4 fois en novembre et puis encore 2 fois en décembre avant les fêtes. Mmh. Et à la fois, il faut commencer aussi à aller chercher les autres podcasteurs, ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y en a toujours des nouveaux et c'était encore plus le cas cette année avec les Allemands et les Espagnols, enfin les hispanophones et les germanophones, puisque là on parlait d'un terrain vierge et il fallait, aller non seulement convaincre des podcasteurs, mais aller chercher des partenaires clés. J'appelle ça les catalyseurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables, de par leur réseau, d'amplifier notre visibilité. Plutôt que d'aller les chercher un à un, tu vas chercher des réseaux, et je peux donner l'exemple avec l'Allemagne, par exemple, en l'occurrence les mondes germanophones. On a eu comme partenaire Podigy, qui est un peu l'équivalent d'Ocha en France, qui est une grosse plateforme, d'hébergement, germanophone à l'origine et ça prend du temps d'aller conclure un partenariat avec ces gens-là parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais quand on y arrive et qu'ils commencent eux-mêmes à en parler à tous les podcasts qu'ils, hébergent et qui sont clients chez eux, forcément on fait un saut qualitatif et quantitatif important. Quantitatif parce que d'un coup on passe de 100 inscrits à, 300 en presque un emailing de leur part et qualitatif parce qu'ils ont aussi généralement des beaux podcasts. Ce que j'appelle les beaux podcasts, c'est des gens, c'est pas forcément qu'une question d'audience, c'est des gens qui font ça proprement. C'est-à-dire qui le font de façon rigoureuse, qui essayent de tenir leur calendrier par une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, mais où on voit assez vite, hein, les podcasts qui le font, 3 fois dans l'année et puis ça a pas l'air d'être trop cohérent dans les dates et puis ceux qui sont très structurés, qui en sont déjà à l'épisode, 20, 30, 50, 100 ou plus, et on voit que c'est régulier, il y a toujours un épisode. Donc c'est ces podcasts-là qu'on aime le plus parce qu'on sait que ça va être sérieux derrière. Donc quantitatif, qualitatif et c'est assez lent dans les progrès sur, septembre, octobre jusqu'à décembre et ça s'accélère fortement en janvier puisque Mmh. là, la deuxième phase, les, podcasteurs passent au choix de leur, association. On voit bien, hein, ça commence à se mobiliser et là, une partie de notre rôle, c'est de mettre en relation, pour celles et ceux qui le souhaitent, podcasteurs et associations caritatives. C'est-à-dire qu'à nouveau, il y a 2 cas de figure. Il y a celles et ceux qui savent très bien à l'avance qui ils vont inviter à leur micro et ils ont pas besoin de nous. C'est leur habitude, ils ont l'habitude de contacter des invités et ils se débrouillent. Et puis, il y a tous celles et ceux qui disent, «Bah, moi, je veux bien le faire, mais je connais pas grand monde et puis j'aimerais bien une association dans le domaine de l'éducation parce que c'est le thème de mon podcast» et notre rôle, c'est d'essayer de, faire du matchmaking en mauvais français. On va essayer de les faire se rencontrer. On a d'un côté, développé, tout un tas de partenariats avec, le monde associatif dans son ensemble et notamment des syndicats, des fédérations d'associations. Mmh. Pour que si on nous dit: «J'ai besoin d'une association dans l'univers de l'éducation et pourquoi pas, qui soit dans la région de Bordeaux» et ben, qu'on puisse répondre à cette demande-là. Alors on n'arrive pas dans 100 des cas, mais on arrive de plus en plus à répondre, à ces sujets-là. Alors ça, c'est Podcast en français qui est très mature. Quand on doit faire ça pour le monde hispanophone où on part de zéro, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas tout le réseau et donc là, on est un petit peu plus en mode système D. On va faire nos petites recherches sur un réseau, on envoie un email. Et on pourrait ne pas le faire. On pourrait dire aux podcasteurs: «Débrouillez-vous», mais on considère que
c'est aussi notre rôle de le faire. OK, Alors, je te donc prends le monologue, je sais pas si tu veux qu'on creuse certains points ou d'autres, mais bah, effectivement, ce en processus un, fait c'est surtout la communication. ouais, ce que je me rends compte et j'avais pas du tout réalisé, mais c'est très bien qu'on fasse cet épisode, tous les 2, c'est qu'en réalité, une édition de Podcaston, ça se prépare une fois que la précédente, elle est terminée à la limite. Tu vois? Tu m'as dit, courant de l'été, mais bon, j'imagine que ça commence peut-être, fin mai, début juin et en réalité, ça prend beaucoup de temps. On s'en rend pas compte quand on écoute les épisodes de Podcaston, qui peuvent être plus ou moins longs d'ailleurs, mais il y a une logistique derrière qui, en tout cas, qui mérite d'être notée. C'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi, pour soutenir toute l'équipe et toutes les associations qui jouent le jeu, les podcasteurs, etc. Mais je trouve que c'est bluffant en fait de se dire, on prépare l'édition quasiment dès qu'on a fini celle de cette année. Et c'est même pas, tu peux enlever le quasiment, en ça finit donc, fin mars grosso modo. Dès début avril, on est encore dans le bilan, on va dire. On est dans les remerciements. On est un par exemple, actuellement, là, on est, à un mois, le podcaston, quand on enregistre, vient de se finir depuis un mois. On est en train de faire le tour du maximum d'épisodes et notamment, ceux qui sont, relayés sur YouTube ou en vidéo pour essayer d'aller chercher des extraits. Parce que ce qui marche très, très bien, c'est faire une sorte de medley. Je sais pas si tu as en tête ce qu'on a fait l'année dernière, mais sinon je te redonnerai le lien. C'est une vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30 qui synthétise un peu, qui essaye de synthétiser l'essence du podcaston et Mmh. c'est un peu notre carte de visite. Parce que personne va écouter l'ensemble des épisodes, mais si on peut amener aux gens qui cherchent à nous découvrir une vidéo de grosso modo 2 minutes dans lequel on a un mélange de plein d'extraits intéressants, mais qui sont pas qui se suivent dans un ordre logique. C'est-à-dire qu'on essaie de raconter l'histoire du podcaston à travers la voix des autres, en prenant tel bout de phrase et puis en mettant aussi, un bon équilibre entre les associations, les podcasteurs, ce qu'est le concept, mais aussi ce que ça leur apporte. Bref, tout ça, c'est un travail qui se fait maintenant tant que c'est clair, dans la tête, et ça prend un peu de temps. Mais surtout, dès donc là, je te parle d'avril et à partir de mai, c'est recherche de sponsors, de mécènes ou de tout autre, type de partenaire qui pourrait nous aider. Parce qu'on s'est vite rendu compte, c'était l'erreur qu'on faisait au début, que si on s'y met en septembre, d'une part, septembre, c'est pas le bon moment, c'est la rentrée, tout le monde a autre chose à faire. Et puis octobre, novembre, décembre, on est nous-mêmes tellement dans l'opérationnel qu'on n'arrive plus à suivre ça, on n'est pas assez, staffé pour ça. Donc le meilleur moment, c'est mai, juin pour au moins initier les premiers contacts, avoir des sortes de promesses de rendez-vous Mmh. avec des gens qui vont pouvoir se référer aux éditions précédentes et se dire: «OK, je me projette, je pourrais vous aider dans la suivante», en offrant la publicité, en offrant des sous. Hem et ça nous aidera à construire, l'équipe. Mais je pense que c'est facile à comprendre. Si on devait recruter, pour le podcaston, il faut sûrement s'y mettre dès septembre-octobre et pour recruter, il faut être sûr d'avoir le budget. Donc le budget, il faut pas le demander en octobre, sinon on n'aura jamais l'argent et on pourra pas recruter à ce moment-là. Donc c'est maintenant que ça se fait et c'est un travail de longue haleine, hein, effectivement. Donc ça prend quasiment, en boucle un an sur l'autre pour, réussir l'opération. Peut-être que si on était beaucoup plus nombreux, ça prendrait moins de temps, mais comme on est une petite structure, il faut qu'on étale nos missions sur 12 mois. Qui se comprend totalement. Tout à l'heure, tu as parlé, que vous vous faisiez aider d'automatisation, d'agents IA, ce genre de choses. Hem, c'est quoi aujourd'hui qui vous fait gagner le plus de temps ou en tout cas qui vous a amené le plus de confort dans tout ce que vous avez à faire sur l'année? Le plus, classique, même si ça va paraître un usage un peu basique de l'IA, c'est, imaginez qu'on reçoive des messages, dans 4 langues maintenant aujourd'hui, et sur des questions qui sont globalement souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un corpus de questions qui représente peut-être 90 de ce qu'on reçoit. C'est quoi les dates? Est-ce que c'est payant? Comment je peux trouver une asso? Est-ce que j'ai le droit de prendre cette asso? Et cetera, et cetera. On les a listés. Alors on les a certes au début mis sur une FAQ, mais on se rend compte que les gens ne vont pas forcément aller les chercher. Donc on a construit un GPT local, avec toutes nos bases de données, toutes nos sources de connaissances, la réponse aux questions fréquemment posées, tout ce qu'on a pu générer comme contenu, tout ça est centralisé au même endroit. Ce qui fait que quand on a des stagiaires, par exemple, ou quand on a des bénévoles, qui, découvrent ces questions pour la première fois, avant, se tourner vers nous pour avoir la réponse, fallait qu'elles apprennent et puis on espère qu'elles restent suffisamment longtemps si c'est des bénévoles, pour pas avoir à reformer trop de gens derrière. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à demander à, l'IA.
la réponse et dans 99,9 % des cas, elle est parfaite dès la première usage parce que c'est des questions assez structurées. On rajoute à ça les langues, c'est-à-dire qu'on reçoit la réponse on reçoit la question en allemand. Je parle pas un mot d'allemand, je ne sais même pas traduire la question, je l'envoie directement dans notre, on va l'appeler, podcast GPT et non seulement il comprend, bien sûr la question, mais il propose immédiatement une réponse. Il peut nous la traduire si besoin aussi juste à côté et on n'a plus qu'à l'envoyer, telle quelle. Ça, c'est un gain de temps énorme et si on n'avait pas ça, je pense qu'on n'aurait jamais pu, s'ouvrir à autre chose que l'anglais parce que, déjà l'anglais c'était beaucoup de travail. Donc l'espagnol, l'anglais, l'allemand et le français, tout ça est centralisé et puis il y a ensuite les éléments créatifs et tout ce qui est génération de documents. C'est pareil, quand on fait un kit de com en français, s'il fallait le traduire, en allemand «à la main» entre guillemets, à l'ancienne, ça serait un travail, colossal. Parce qu'il y a c'est pas juste la traduction, c'est de la personnalisation et autres. Aujourd'hui, sur un Notion, c'est magique, tu tapes tout en français et tu fais tic, bouton IA et quelle langue tu veux traduire et il te le fait en allemand et on a bien sûr fait relire ça par, des germanophones, natifs qui, à quelques chouilles après peut-être nous ont corrigé, qui est plus des petites logiques de forme que des gros problèmes. On aurait presque pu l'envoyer, tel quel sans que ça choque, personne. Donc ça, c'est un gain de temps qui est, énorme et le temps, donc l'efficacité et donc ce qui nous permet de grandir assez vite et passer à ces 2 800 podcasts inscrits. Sinon sinon il aurait fallu rester, sur un périmètre plus petit et puis, ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous là, cette automatisation, j'espère en tout cas, il faut pas qu'on perde le côté humain de la chose. C'est-à-dire que ça nous permet de garder du temps libre pour parler aux gens. Moi, par exemple, je suis donc un des fondateurs de cette initiative. Dans tous nos emails, il y a un Mon Calendly et dans les emails entre guillemets «de prospection», c'est-à-dire ceux où on annonce ce qui on est et les gens ne nous connaissent pas, je leur dis: «Si vous voulez me parler, vous prenez 15 minutes et je le fais» et je me retrouve à parler quasiment tous les jours à un ou 2 personnes que je ne connais pas, qui est pas sûr de s'inscrire, qui est peut-être tout petit podcast, peut-être par certains n'avaient même pas lancé un podcast, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît de parler à des gens comme ça. J'ai adoré la fois où j'ai enchaîné, une podcasteuse en Nouvelle-Zélande pendant 15 minutes et celui d'après, c'était au Nigeria et je trouve ça magique qu'en 30 minutes, je suis passé de Nouvelle-Zélande au Nigeria pour parler du même sujet avec des gens qui avaient cette même passion du podcast, mais bien sûr, des cultures différentes et des associations locales en tête très différentes. Ça, c'est pareil, c'est important. On fait aussi des meet-up, donc des rencontres virtuelles de podcasteurs et podcasteuses, où il y a 10, 15, 20, parfois plus, qui se rassemblent et on les réunit dans des petits groupes, de 5 minutes, 3, 4 personnes pour qu'ils sympathisent et puis un peu comme un speed dating, voilà, on rechange ça, toutes les 5 minutes et on anime ce type de choses-là. Alors pourquoi on fait ça, quel intérêt de parler à 15 personnes quand il y en a 2 800? Et ben, pour nous, c'est ça la valeur. C'est-à-dire parler, rester dans l'humain, parler aux gens, c'est très qualitatif, ça nous permet d'avoir des feedbacks en temps réel de ce qui est clair, de ce qui est pas clair. Puis ça nous nourrit aussi parce qu'on a souvent des remerciements et c'est notre seule rémunération, hein, donc on prend cette énergie des podcasteurs. Donc là où je veux en venir, Marine, pardon pour cette longue digression, mais c'est dire que l'automatisation, on l'a en tête, c'est très important parce que c'est ça qui permet de grandir et à la fois, on veut surtout pas perdre ce côté humain. Je crois on fait fort de répondre à tout le monde sous moins de 24 heures, quel que soit le canal, même le week-end. Parfois, effectivement, c'est aidé par l'IA, mais on a répondu et normalement la réponse est adaptée et si quelqu'un, dit: «Bah, je suis pas clair, je veux vous parler», pas de souci. Et là, c'est pas un robot qui parle, c'est pas une bot, c'est nous, on est là, on est présent, malgré qu'on soit une petite équipe. Je trouve que c'est bien que justement tu es plongé dans ce sujet parce qu'effectivement, nous, on parle souvent de systèmes d'automatisation, d'agents IA ici, mais c'est toujours avec cette notion en tête que la machine n'est pas là pour remplacer l'humain. Elle peut faire les tâches un peu pénibles, on va dire, mais par contre, là où on a la plus grosse valeur ajoutée, là où c'est le plus important pour nous, faut vraiment qu'on essaie de le garder, en tout cas. Et je trouve que c'est bien en fait d'avoir réussi à identifier quelles étaient les tâches, les systèmes où vos agents IA, vos agents Notion allaient pouvoir vous faire gagner du temps. Moi, en t'écoutant, j'ai une idée, donc j'en profite pour te la partager. Alors je C'est pourquoi pas mettre un système, tu sais, de chatbot
sur le site Nourri à l'IA, Oui, qui vous ferait encore gagner un petit peu plus de temps, un c'est petit vrai. peu plus de confort. Moi, je le note, regarde. À Ça, c'est voir fait. pour, pour Non, mais l'édition 5 ou peut-être 6. Mais effectivement, et ça, j'insiste à nouveau là-dessus, les systèmes, ils sont là pour nous soulager, pour nous soutenir, mais en aucun cas, en tout cas pour les personnes qui écoutent Work in Process et les personnes que j'accompagne en tant que client, c'est en aucun cas pour nous remplacer parce que, bah, en fait, on aime ce qu'on fait, donc il n'y a pas d'intérêt à nous sortir à 1000% de l'équation. Non, et alors déjà merci pour l'idée sur le chatbot. Et ça, c'est tellement évident que je m'en veux de même pas y avoir pensé, mais effectivement, elle aurait énormément de sens. On reçoit des questions qui sont de type est-ce que je peux choisir l'association de mon choix ou est-ce que je suis obligé de vous la faire valider ou de la prendre sur votre site parce qu'on affiche nous des assos pour donner des noms. Ça, cette question, on a dû la recevoir, mais peut-être 500 fois minimum par 500 personnes différentes. Elle est assez naturelle. Et même si à nouveau elle est dans les FAQ, les gens, vont pas jusque-là. Alors, un chatbot, ça permettrait de répondre à la question. Je pense que ceux qui, nous écrivent ça, ils attendent pas forcément une réponse ultra personnalisée. Ils attendent juste d'avoir une réponse rapide, sur cette question. Donc, autant se délester, pardon, de ça avec de l'IA. Ça répond à la problématique et nous, bah, répondre 500 fois dans 4 langues à cette même question, ça a pas une grosse valeur ajoutée. Donc si on a pu se libérer ce temps-là grâce à vos outils, eh ben, on peut le réinvestir dans quelque chose de plus humain, et c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'est effectivement tout à fait, l'état d'esprit. Génial. Au niveau des indicateurs, qu'est-ce que vous surveillez, en fait, pour savoir, si une édition s'est bien passée? On n'a pas autant d'indicateurs que ça. C'est parfois quelque chose qui nous est, je vais pas reproché, en tout cas, indiqué sur le fait qu'on est sur une initiative qui a pas beaucoup de KPI, voilà, d'indicateurs, en français. Le nombre d'indicateurs le plus simple, c'est le nombre de podcasteurs inscrits au global déjà, puis ensuite par édition, et voir la progression. Donc par exemple, cette année, on était à 700 et quelques inscrits, j'arrondis un peu, en français. L'année dernière, c'était un peu plus de 500. Il y a une progression. Sur l'anglais, on est passé de 1050 à 1300. Il y a une progression. Elle aurait pu être plus forte, elle aurait pu être moins forte, c'est ce qu'elle est. Et sur, l'allemand, on était à 350 pour une première édition, on partait de 0, donc c'est magnifique. Et sur les hispanophones, pardon, 450, pareil, c'est beau. Mais il y a d'autres indicateurs qui n'apparaissent pas forcément dans cette indication. Pour nous, c'est le nombre aussi de podcasteurs qui renouvellent leur participation. Et là où c'est compliqué, c'est que parfois, c'est pas de notre fait. C'est-à-dire que, on sait que dans cet univers du podcast, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui font 5, 10 épisodes et puis qui finissent par abandonner parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de travail. Et donc ils ont participé à une édition des Podcastons au milieu et puis ils ne reparticipent pas, bah, parce que leur podcast a tout simplement disparu. Voilà. Et le 2e cas, c'est en pause. Il y a pas mal de gens qui me disent: «Cette année, je suis en congé maternité, je suis en année, sabbatique, j'ai un problème de santé, désolé, je peux pas le faire». Donc ils étaient inscrits l'année dernière, parfois les années d'avant, ils le refont pas cette année. On a aussi eu des cas où il y a eu des gens qui sautent des éditions, mais qui reviennent, l'année d'après. Donc, nous, on est toujours sensible à ça parce qu'on essaie de comprendre si c'est de notre fait, si, les, podcasteurs se sont lassés, c'est notre grande hantise, ou si c'est pas de notre fait, ils reviennent pas pour d'autres raisons, bah, notamment de type, voilà, pause ou abandon du podcast. Et derrière cet indicateur-là, il y a ce qui est très quantitatif, on essaie vraiment d'avoir un qualitatif. On est conscient d'une chose, je mets, les pieds dans le plat, peut-être avant que tu poses la question, mais c'est que plus on grandit, comme on n'est qu'une seule marque et on a des réseaux sociaux, puis une petite équipe, plus ça tend à diluer l'énergie qu'on met sur chaque podcast finalement. C'est assez mathématique. C'est-à-dire quand il y en avait 300, on était moins nombreux, on pouvait plus facilement parler aux gens, on pouvait plus facilement les mettre en avant, on pouvait plus facilement s'assurer qu'ils apparaissent une ou 2 fois sur nos réseaux. Là, aujourd'hui, on est dans des cas où, certains podcasteurs seront jamais mis en avant de façon très proactive sur nos réseaux. C'est-à-dire, on va liker, commenter ce qu'ils ont publié quand ils nous taguent, mais parfois, ce qu'on aime bien, nous, c'est en amont, annoncer que tel podcasteur vient de s'inscrire, on les regroupe ou ce qu'on aime bien faire, pour rester sur la région, sur la France, c'est, dire, voilà, la région Grand Nord est dans la place et puis on affiche, 5-6 podcasts du Nord, ou alors, voilà, Strasbourg est dans la place, puis on affiche 5-6 podcasts de la région strasbourgeoise, alsacienne. Et c'est pour montrer, la diversité sous un autre angle, en fait, plutôt que de dire juste des logos, on essaie de les regrouper. C'est sympathique parce qu'après, il y a peut-être un 7e de Strasbourg qui dit: «Eh mais moi, moi aussi, je veux bien inscrire».
Ça, on a moins le loisir de le faire quand il y en a beaucoup Mmh. et on a peur que les gens nous le reprochent et puis c'est pas que peur, il y a des gens qui nous le reprochent. Parce que quand on grandit, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais allez, je le dis quand même. Vas-y. Je pense qu'on touche au début le premier cercle, c'est-à-dire ceux qui sont les plus généreux par nature. C'est-à-dire pour moi, c'est ceux qui disent: «Podcastons, j'ai jamais participé, mais ça a l'air sympa, je tente». Voilà, je suis curieux, on appelle ça les early adopters. Et puis, il y a ceux qui attendent un peu de voir que ça grandit, voire ceux qui se disent: «Bon, moi, je vais peut-être y gagner quelque chose». Les anglophones disent: «What's in it for me?» Les Heu, opportunistes, quoi. alors, Moi, sans je aller le dis, je le jusque-là dis. non, non, mais moi, je vais moins le dire que toi parce que je peux le comprendre aussi. C'est-à-dire quand on a des arbitrages de temps et d'argent peut-être, ça coûte d'argent de faire un épisode. Pas parce que nous, on fait payer quoi que ce soit, mais il faut ça coûte du temps, donc un peu d'argent, puis parfois il faut investir dans un studio ou dans un logiciel, et cetera. Donc on peut comprendre que certains disent: «Si je le fais, au moins que ça me ramène un peu de visibilité, de notoriété, que ça fasse grandir mon podcast». Et nous, on est toujours un peu plus, ennuyés par rapport à ça parce qu'on peut pas promettre à tout le monde qu'on arrivera à les mettre en avant. Puis on n'a même pas ce pouvoir de mettre en avant, les gens tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont dans le podcasting que tout d'un coup leur audience va être multipliée par 2 sur un épisode. Bon, il y a parfois cette attente chez certaines personnes qu'on essaye de ménager, voilà. Donc bon, on est dans cette, étape-là où, tu parlais de KPI, c'est pour ça qu'on est revenu sur cet indicateur-là. Le fait que certains se désinscrivent, notamment, enfin pas se désinscrivent, mais ne reparticipent pas d'une année à l'autre, c'est aussi un indicateur qu'on surveille, même si on va pas communiquer dessus et après, ben, le chiffre, on essaie de l'analyser un peu plus en profondeur que le simple chiffre parce qu'il peut y avoir 1000 et une raisons. Une des raisons étant, après avoir cité celle où le podcast n'existe plus, que les gens n'y ont pas trouvé leur compte et donc il faut qu'on se remette en question. Mmh. OK, intéressant. Hem, on pourra creuser ça, une autre fois éventuellement. Mais là, du coup, j'étais en train de me dire, on a beaucoup parlé de la genèse de votre fonctionnement actuel. Moi, ce qui m'intéresse, mais parce que je suis curieuse, tu le sais, c'est prochaine édition du Podcaston. Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous visez plus grand, plus simple, plus profond? C'est quoi l'ambition pour 2027? On pose encore la question, elle va dépendre de cette ambition de pas mal de choses. Elle dépend déjà des moyens qu'on va réussir à mobiliser, moyens financiers. C'est important parce que, on le rappelle, le podcaston, il coûte rien à personne. Les podcasteurs ne payent pas, les associations ne payent pas. La plupart des partenaires ne payent rien et on a parfois un peu de love money, comme on dirait dans le monde de l'entreprise. C'est, quelques entreprises qui, sous forme de sponsors, nous aident, mais c'est surtout parce qu'elles trouvent l'initiative sympa, comme quand un OVH, par exemple, les sponsors, OVH a pas besoin de nous pour être connu, on lui apporte sûrement pas grand-chose, mais c'est une sorte de soutien de cœur et j'ai cité pardon, OVH, j'aurais pu citer, 3-4 autres. Hem, Si on arrive à en avoir plusieurs comme ça, nous, on peut aller plus loin dans les moyens qu'on met en place et donc forcément plus grande ambition. Aujourd'hui, par exemple, j'ai à peu près la certitude, mais ça changera peut-être d'ici quelques mois, qu'on va pas essayer de rajouter une cinquième langue. Parce que, c'était un peu compliqué de gérer, 4 langues. C'est pas tant de traduire le site web, hein, qui est compliqué, hein, ça c'est facile. C'est d'aller, convaincre un noyau dur de podcasteurs dans ces langues-là, suffisamment nombreux pour que le bouche à oreille parte et qu'on ait une taille critique suffisante. Ça a été un peu compliqué en monde hispanophone, donc parce que alors plus facilement dans le monde, germanophone. Je peux détailler les 2 exemples après, ils sont intéressants parce que les 2 étaient nouveaux. Bah, je vais le faire peut-être maintenant, mais germanophone, on a très rapidement eu la chance de tomber sur une ambassadrice qui s'appelle Nadine, qui ne nous écoute pas parce qu'elle n'est pas francophone, mais que je salue quand même et qui est donc une professionnelle du monde du podcast, en Allemagne à titre bénévole, s'est mobilisée pour, mobiliser son propre réseau et faire venir des gens. C'est grâce à elle qu'on a eu Podigy, c'est grâce à elle qu'on a eu, Leipzig Lounge qui est un festival de podcast, dans la ville de Leipzig, qui nous aide aussi beaucoup et ça nous a permis de nous structurer et de grandir assez vite. Dans le monde hispanophone, on n'a pas eu de l'équivalent de Nadine, on n'a trouvé personne pour nous aider comme ça et en plus, c'est un monde beaucoup plus éclaté, explosé en l'Espagne d'un côté, l'Amérique latine de l'autre et puis dans l'Amérique latine, il y a pas grand chose à voir. On peut détailler, on peut pinailler, mais entre un Mexicain et un Costaricien, un Bolivien, un Argentin, enfin c'est «des marchés» entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, différents.
Donc c'est pas parce qu'on a réussi à avoir 10 super podcasteurs au Mexique que tout d'un coup l'Argentine va s'embraser et dire aussi: «On veut participer». Il faut aller convaincre dans tous ces pays un noyau dur et noyau dur, c'est hélas pas juste 5 ou 10, c'est un peu plus que ça. Donc si on n'a pas de ressources locales, c'est compliqué et ça, c'est pour ça que je développe ces points-là pour dire qu'il suffit pas de traduire un site web en une langue pour que ça y est, le podcaston, devienne international. Il y a des efforts à faire, qu'on ne fait qu'à distance parce qu'on peut pas on n'a pas les sous pour aller faire le tour des pays et aller rencontrer, les gros podcasteurs, là-bas. Ça serait l'idéal. Oui, bah, tu as le côté expérientiel, tu as le côté relationnel. Il faut que les valeurs, elles soient transmises d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc oui, il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot. Ce boulot, on a pu le faire, dans le monde anglophone ou à titre personnel, j'ai été plusieurs fois, au London Podcast Show, qui est un gros salon du podcast, à Londres. J'ai aussi pu faire, le Podcast Movement, c'était à Chicago, mais ça change toutes les années, qui est l'équivalent aux États-Unis, qui est un très gros rassemblement, où là, on rencontre des podcasteurs, mais aussi beaucoup des gens de l'écosystème, Riverside, voilà, par exemple, on est aujourd'hui en train d'enregistrer avec cet outil. Riverside, c'est des gens que je rencontre à Londres, c'est des gens que je rencontre aux États-Unis et quand on peut leur parler, ils nous aident. Et ils nous aident. Riverside est un partenaire du podcaston au sens où ils sont en contact avec vraiment énormément de podcasteurs et ils relayent l'information sur leur newsletter, sur leurs réseaux sociaux. Kendall, qui est la responsable de la communauté, est fantastique pour ça. Et ça, c'est uniquement parce qu'on a pu les rencontrer physiquement. C'est beaucoup plus dur si on tape à une porte virtuelle en envoyant un email. Généralement, on n'a pas de réponse, sauf cas très rare. Et puis, il y a pas la même création qui se fait, même quand on arrive à parler 15-20 minutes à ces gens-là. Le contact est pas le même après. C'est difficile de réembrayer. Mais on peut pas faire ça dans tous les pays, on peut pas faire ça dans toutes les langues. Ça coûte un peu d'argent, ça coûte beaucoup de temps. Voilà, donc 2027 pour revenir à ta question, ça dépend des moyens qu'on aura. On va essayer de continuer à peut-être sur ces 4 langues à les faire grandir, quantité, qualité. Pour moi, c'est important d'avoir les 2. Mais je pense souvent, en France, l'analogie de la fête de la musique. On pourrait dire quel rapport avec le podcast, mais pour moi, elle est là, c'est que la fête de la musique, c'est un rassemblement. Alors c'est sur une journée, où tous les gens qui font la musique en même temps. Qu'ils soient dans des gros zéniths avec des milliers de personnes en face d'eux ou ton voisin du dessus qui est doué à la guitare, qui a 3 potes de lycée et qui se retrouvent au coin de la rue pour jouer et en plus, c'est tous les types de musique, c'est toutes les formes de musique, ça va du rock, à la variété en passant pourquoi pas, je ne sais quelle autre, musique plus exotique. Et ça prend tous les niveaux, même ceux qui sont pas très doués d'ailleurs. Exactement. Mais Ils sont bienvenus c'est un quand même, moment de passionnés. connexion. Voilà. Exactement. Et donc nous, on veut que ce podcaston, ça reste, ça. C'est-à-dire qu'en toute transparence, certains nous disent: «Vous êtes une petite équipe, pourquoi vous vous concentrez pas sur les plus gros podcasts? Parce que l'impact serait le même». Finalement, un petit podcast, il va apporter quoi? 20, 30, 50 audiences, 50 écoutes. Qu'est-ce que ça vous change? À rien. C'est l'impact de votre opération, ça change pas grand-chose, et vous, par contre, c'est du temps perdu à répondre à ces questions, à le mettre en avant et cetera et cetera. C'est pas faux d'un point de vue intellectuel. On pourrait se contenter des gros et on aurait probablement le même impact si notre impact, c'est de faire en sorte que, il y ait le maximum d'auditeurs possible pour le monde associatif. On peut supposer que la long tail, là, comme on dit en marketing, donc les plus petits podcasteurs apportent pas grand-chose en valeur perçue. Mais nous, on considère que la valeur, c'est eux aussi. C'est le fait que on mélange sur une même page web et en même temps, un podcasteur qui est là depuis 5 épisodes ou qui fait moins de 100 écoutes par épisode, à celui qui fait des centaines de milliers, et qui est là depuis des années. Et c'est ça qu'on aime personnellement. Donc on veut garder cet état d'esprit-là. Mais pour pouvoir garder ça, il va falloir arrêter de s'étendre sur autre chose et notamment sur les langues et sur la géographie. Donc très probablement, rester sur ces 4 langues, essayer d'aller un plus en profondeur sur ces 4 territoires et 4 langues et se structurer avec les moyens qu'on aura pour faire du mieux possible. Donc c'est difficile de donner des ambitions tant qu'on n'a pas les moyens en face, mais on travaille sur les moyens maintenant pour se donner des ambitions en septembre-octobre et dire: «Voilà, c'est ça qu'on voudra, avoir». Génial. Bah écoute, en tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite pour la prochaine édition 2027. Du coup, c'est de réussir à obtenir tous les moyens qui vous permettront d'aller plus en profondeur sur tous les éléments que tu as mentionnés. Et là, je suis persuadée qu'il y a d'autres podcasteurs qui sont en train de nous écouter parce que quand on participe au podcaston, on a envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, si tu avais un truc à leur dire ou à leur demander, c'est toi qui choisis, euh,
pour vous aider à continuer cette aventure-là, qui est une aventure de longue haleine, une aventure de cœur, d'impact. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, ceux qui ont déjà participé, j'ai envie de leur dire, prenez 5 minutes de plus pour nous écrire et nous dire ce que vous avez aimé et surtout ce que vous avez moins aimé ou ce que vous auriez aimé changer ou les idées que vous auriez pour nous, comme tu viens de nous en donner une il y a quelques minutes. Parce que c'est hyper précieux, faut pas croire, on a le nez dans le guidon, on voit pas tout et surtout on a besoin de ce type de feedback. Feedback positif, ça nous nourrit, c'est top, mais surtout les feedbacks, que je vais appeler, constructifs, ça nous permet de progresser. Et si, il y a plusieurs personnes qui nous disent: «Bah, ouais, mais votre kit de com, à un moment donné, on trouve pas les logos dedans, c'est une galère. Il faut peut-être qu'on change quelque chose». Ça nous fera gagner du temps, ça vous fera gagner en efficacité. Donc prenez le temps de ce feedback, il est précieux pour nous, il est très important. Et si vous avez jamais participé au podcaston, eh ben, inscrivez-vous suivez-nous sur les réseaux, LinkedIn ou Instagram. On publie des choses sympas de temps en temps. Vous allez pouvoir être informé des prochaines nouveautés, puis surtout tenter votre chance. Vous allez voir, on affiche, nous, ces témoignages quand on les reçoit sur notre site web maintenant. Vous pouvez aller les lire. Vous pouvez vous renseigner maintenant qu'il y a plusieurs éditions derrière nous. Et c'est surtout, je crois, une aventure, collective. Voilà, il y avait un podcasteur qui disait que la plupart du temps, tout le reste de l'année, il est un peu dans son silo, il fait un épisode, puis dès que c'est fini, il faut penser au suivant, voire à plusieurs d'avance. Et une fois dans la semaine, il a l'impression de participer à quelque chose d'un peu plus, collectif, comme on passerait d'un sport individuel à un sport collectif. Parce que, les gens sont là pour dire: «Ah super ton épisode, attends tu verras le mien, il sort demain, et mon asso aussi elle est super» et donc les gens se répondent et ça donne cette impression de participer à une vraie communauté qui est souvent un terme un peu galvaudé. Donc j'ai envie de dire, ben, venez participer à la fête et surtout si vous avez le moindre doute, écrivez-nous, contactez-nous, quel que soit le canal, on est super actifs pour répondre, même en période plus creuse comme maintenant, pour essayer de vous convaincre que ça sera une belle aventure. Génial, le message est passé. Les liens, bien évidemment, seront dans les notes de l'épisode. Si jamais tu es en train de nous écouter et que tu veux savoir à quoi ça ressemble un épisode du podcaston, Work in Process en a fait. Donc, Ouais, je te c'est très mettrai bien. également les Avec liens, les comme dans le ça, tu pourras les découvrir. On a fait la cravate solidaire, on a fait les rebondisseurs, on a fait 6 ta journée. Bref, tu iras écouter ça calmement, tranquillement. Mais en tout cas, moi, le message que je veux rajouter, en plus du tien qui est déjà très complet, c'est ouvrez-vous la possibilité de découvrir un autre monde que celui dans lequel on évolue. Moi, à chaque fois, je prends des associations que je ne connais pas. Donc, je prends le temps de me renseigner, etc. Je découvre des choses qui sont totalement inédites pour moi, parce que c'est pas des associations dont j'ai le besoin. Mais par contre, je trouve que le travail qu'ils et elles font au quotidien, c'est génial. Si on peut faire un épisode dans l'année pour amener un petit peu de force à des gens qui font des efforts justement eux toute l'année pour faire pour aider d'autres personnes, en soi c'est un petit investissement qui fait du bien à tout le monde quoi. Donc allez-y, foncez. Et il y a une phrase qu'on attribue à tort à Einstein qui dit, grosso modo en traduisant, c'est: «Tout ce qui compte ne peut pas forcément être compté». Et donc faire un épisode, vous pourriez vous demander, bah, à quoi ça va servir? Est-ce que ça aura un impact? Bah, posez pas la question. Ça sera forcément positif. On ne sait pas toujours comment, pourquoi, d'où, mais on est dans l'éducation, on est dans la capacité à tendre le micro à une association caritative qui va passer de peut-être invisible à soutenu par une partie de vos auditeurs. Et ça va lui faire beaucoup de bien d'élargir son cercle de sympathisants parce qu'on fait ça pour ça. On fait ça parce que le podcast, c'est un média qui, est un média d'écoute, attentive. Donc quand Si ta journée elle est à ton micro, on parle pas de 30 secondes sur Instagram. On Mhm. parle d'un épisode de près d'une heure qui, dans lequel ils vont avoir l'occasion d'expliquer ce qu'ils font, les enjeux, les challenges, depuis quand ils le font. Et ça, on est convaincu que ça va planter des graines dans l'esprit d'une grande partie de tes auditeurs et qu'un jour peut-être, ils seront tentés de les soutenir sous une autre forme, en donnant de l'argent, en parlant, tout simplement en s'inscrivant à leur newsletter ou sur les réseaux, bref, en les soutenant d'une autre façon. Donc on a fait avancer, leur cause. C'est toute la beauté du podcast. J'adore. On va terminer là-dessus parce que j'ai rien de plus beau à ajouter que ça. Avant de se quitter, j'ai envie de te laisser avec une image que j'ai adorée. C'est quand Jérémy, il a comparé le podcaston à un festival ou à une fête de la musique du podcast. Il y a des très gros, des tout petits, des débutants, des professionnels, des ultra réguliers, des plus ponctuels.
Et tout le monde est sur la même scène, au même moment, pour, au final, quelque chose qui vient dépasser la performance individuelle. Moi, je trouve ça tellement précieux, tellement beau comme moment de connexion, en fait. Alors, si tu as envie de soutenir le podcaston pour la suite, il y a 2 gestes simples. Si tu as participé en tant que podcasteur, écris-leur, s'il te plaît, envoie-leur un feedback pour de vrai. Dis-leur ce que tu as aimé et ce que tu améliorerais pour la prochaine édition. Et si, encore une fois, tu as un podcast, mais que tu n'as pas encore participé, suis-les sur leurs réseaux sociaux, ils publient vraiment des choses très sympas. Garde bien l'info en tête que l'aventure recommencera à la rentrée 2026 quand les inscriptions vont ouvrir. Parce que oui, dans cet épisode, on t'a parlé de système, d'IA, de structuration, de scalabilité, de croissance. Mais toi et moi, on le sait. Parce que tu es souvent là sur Work in Process et tu sais ce qui se cache derrière tous ces systèmes-là. Il y a un truc très simple, c'est de pouvoir tendre le micro à des gens qui agissent, eux, toute l'année, le plus souvent dans l'ombre, et leur offrir 1 heure d'écoute attentive pour faire progresser leur association. C'est ça la beauté du podcaston. Alors si tu veux les retrouver, bien sûr, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Moi, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux découvrir les épisodes de Work in Process spécialement faits pour le podcaston, pareil, les liens en dessous dans les notes de l'épisode. Et sinon, on se retrouve très vite dans un prochain épisode.